Bonsoir à toutes et à tous, c'est Elma sur Radio Saint-Vincent et ce soir je ne suis pas toute seule puisqu'on va faire une émission sur l'économie. Donc je suis accompagnée d'Iba Nasr, Hugo Veillon, Alix Nicolas et Anouk Lenné. Bonsoir à tous. Bonsoir Elma. Bonsoir Iba. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec ce capitalisme de plateforme, des entreprises sont cotées en bourse sans actifs et même avec des pertes. En effet, saviez-vous Elma, que l'entreprise Uber, depuis sa création, a perdu 20 milliards de dollars ? Je ne savais pas du tout. L'entreprise mène une guerre des prix pour éliminer la concurrence. Et pour l'instant, sa stratégie semble fonctionner, puisqu'elle attire un nombre croissant d'actionnaires. Et avez-vous des invités pour accompagner ce thème très intéressant ce soir ? Effectivement, nous allons recevoir Monsieur Pierre Larouille, docteur en sciences économiques, auteur de nombreux essais, notamment Ubérisation, Utopie et Tyrannie. Il travaille actuellement, entre autres, sur la société numérique, ses conséquences socio-psychologiques et politiques. Merci beaucoup Iba. Bonsoir Alix. Bonsoir Elma, bonsoir à tous. De quoi allez-vous nous parler ce soir vous ? Alors moi, je vais vous faire une présentation plutôt globale de ce qu'est l'ubérisation. Merci beaucoup. Bonsoir Hugo. Bonsoir Elma. De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, avec Anouk, nous allons faire un petit débat sur les pour et les contre de l'ubérisation. Bien, merci, ça a l'air très intéressant. Je rappelle, bien entendu, puisqu'on a présenté toute l'équipe présente sur le plateau, mais il y a également des gens derrière. Donc je tiens à présenter Carmen Dupriez à la réalisation, ainsi que Johan Mandron au stream. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Nous allons maintenant écouter Alix pour qu'elle nous explique l'ubérisation. Alors Alix, puisqu'on parle d'ubérisation, pouvez-vous nous définir le mot ubériser ? Bien sûr, alors selon le dictionnaire Larousse, le verbe ubériser signifie rendre obsolète un modèle économique existant via notamment l'utilisation de plateformes numériques. Il y a en effet une utilisation poussée des nouvelles technologies et des nouvelles techniques numériques. À l'origine, ce mot provient de l'entreprise Uber. Et alors quand est-ce qu'a été créée cette entreprise ? Dis-en-nous un peu plus. Alors cette entreprise que vous connaissez sûrement a été créée en 2009 à San Francisco. Elle fournit notamment un service de chauffeur privé à la demande grâce à une application sur téléphone. Elle est donc en concurrence avec les taxis notamment. Mais donc concrètement, l'ubérisation, c'est quoi ? Alors l'ubérisation, l'ubérisation de l'économie est donc un phénomène permettant une mise en relation directe entre des demandeurs et des offreurs de services qui étaient jusque-là proposés par des entreprises classiques. Vous utilisez peut-être sans le savoir des plateformes touchées par l'ubérisation. Nous avons par exemple le transport avec Uber notamment, ou encore Blablacar, l'hôtellerie avec Airbnb ou Booking.com, la restauration avec Deliveroo ou encore les banques, l'immobilier ou encore les travaux d'entretien. Pour certains économistes, ce phénomène s'inscrit dans le cadre de la 4e révolution industrielle. Cette 4e révolution industrielle est aussi appelée l'ère des solutions. Il ne s'agit plus simplement de vendre des biens et des services, mais bien des solutions. Les plateformes permettent en effet de satisfaire le client à domicile. Ce nouveau type de capitalisme est présenté comme une économie collaborative. Et donc vous venez juste d'énoncer le mot économie collaborative, mais alors qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors une économie collaborative permet aux individus d'échanger directement entre eux. Il n'y a plus d'intermédiaire. Par exemple, Uber vous met en lien direct avec des chauffeurs privés. Uber a élargi son offre en permettant également la livraison de repas grâce à son service Uber Eats lancé en 2015. D'autres entreprises comme Airbnb permettent la location de logements de particulier à particulier. Mais alors, qu'est-ce que ces applications apportent-elles ? Alors, ces applications, que l'on appelle aussi plateformes, permettent des gains financiers très importants. Tout d'abord, car elles permettent d'éviter des contraintes réglementaires et législatives de la concurrence classique. Par exemple, l'acquisition d'une licence de taxi dans le cadre d'Uber. Mais aussi la quasi-instantanéité, la mutualisation des ressources et le faible besoin de grosses infrastructures, c'est-à-dire de bureaux par exemple. Les voitures des Uber ou même les logements des Airbnb n'appartiennent pas à ces entreprises, mais bien aux travailleurs indépendants. Ainsi, en 2017, la Cour de justice européenne a jugé que Uber était finalement un prestataire de services de transport et qu'ainsi il pouvait être réglementé au même titre que les taxis, alors qu'avant Uber était simplement un service numérique de mise en relation.
Et donc, qu'est-ce que ça change tout ça? En fait, il y avait une concurrence déloyale entre les taxis et Uber. La plateforme doit donc maintenant posséder les licences et agréments requis par le droit national au même titre que les taxis. Cette licence est un document obligatoire pour pouvoir exercer le métier de chauffeur de taxi. Il donne des droits aux taxis tels que celui de circuler sur les voies de bus, marauder ou demeurer dans les stations qui leur sont réservées. Une licence coûte très cher, entre 110 000 et 250 000 euros. Elle peut être gratuite, mais les procédures sont vraiment très longues et peuvent durer des années. Y a-t-il d'autres lois mises en place? Oui, effectivement, il y a d'autres lois mises en place. Par exemple, en 2021, la Grande-Bretagne a exigé à l'entreprise Uber qu'elle considère ses chauffeurs comme des salariés et non plus de simples indépendants. Ce statut permet ainsi aux chauffeurs de bénéficier d'un salaire minimum, de congés payés et pourront cotiser à un plan d'épargne retraite. Concrètement, les travailleurs indépendants ayant recours à une plateforme numérique pour l'exercice de leur activité représentent en réalité qu'une part infime, de l'ordre d'1% de la population active occupée. En effet, nombreux sont ceux qui exercent une autre activité professionnelle à côté ou suivent même des études à côté. Il s'agit la plupart du temps d'une activité complémentaire. On remarque quand même que cette nouvelle forme de travail indépendant tend à s'accroître. Mais alors, comment devient-on Uber? Pour devenir Uber, il faut remplir plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut créer son compte sur le site d'Uber, puis passer un examen pour obtenir une autorisation de transport. On l'appelle carte VTC. Ses frais s'élèvent à 206 euros. Ensuite, le travailleur doit créer une société de transport à son nom et doit détenir une carte professionnelle. Au total, ces deux derniers documents ont un prix de 230 euros. Ensuite, il n'y a plus qu'à commander un macaron VTC. Et non, je ne parle pas des petits gâteaux ronds, mais bien d'une vignette que l'on accroche à l'arrière de la voiture. Et combien peut-on espérer gagner quand on est chauffeur Uber? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les revenus d'un chauffeur Uber sont issus des recettes des courses, mais que sur ces recettes, il y a une commission reversée à la plateforme. Le chauffeur doit en quelque sorte payer la plateforme pour pouvoir travailler dessus. En 2019, Uber annonçait que le chiffre d'affaires horaire médian était de 24,81 €. Mais une fois la commission de 25% versée à la plateforme, les frais de service, la TVA et les cotisations sociales, il ne reste plus que 9,15 €. Il faut bien avoir en tête que le volume horaire n'est pas garanti. Le chauffeur est soumis au risque qu'il n'y ait pas de demande de course, par exemple. Eh bien, merci beaucoup Alix. On en a appris des choses pendant cette chronique très intéressante. Vraiment, merci beaucoup. Mais on va quand même faire une pause musicale pour se détendre un peu et reprendre nos esprits. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. purement breton. Puis toujours des soirées parisiennes. Radio SV, le meilleur du son. Après les nuits parisiennes de Louise Attaque que l'on vient juste d'entendre sur Radio Saint-Vincent, et je le rappelle, il est 20h56, nous allons assister à un débat entre Hugo et Anouk sur les pour et les contre de l'ubérisation, le sujet principal de notre émission. En effet, grâce à la présentation d'Alix, vous devez penser que l'ubérisation n'a plus de secret pour vous. Mais si des entreprises telles que Uber donnent lieu à autant de débats, c'est parce qu'il est très difficile de choisir son camp entre encourager ce nouveau type d'économie ou privilégier une réglementation plus stricte. Avec Hugo, nous allons tenter de vous renseigner sur le sujet et nous serions très heureux d'avoir de vos retours. Serez-vous plutôt pour ou contre l'intervention de l'État? Plutôt libéral ou non? Pour moi, l'économie collaborative est bénéfique pour tout le monde et je doute que Hugo arrivera à me faire changer d'avis. Donc pour commencer, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que l'ubérisation est dans l'intérêt du consommateur. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà commandé à manger par Uber Eats, pas besoin de se déplacer et en 10 minutes le plat est arrivé. Bon, j'arrête de parler de nourriture sinon on va perdre tout le monde, mais vous comprenez le concept. Cette nouvelle économie de plateforme nous facilite à tous la vie en nous faisant gagner du temps. On retrouve cette efficacité dans les applications de transactions comme Lydia ou avec les trajets sur Uber qui sont en plus beaucoup moins chers que les taxis VTC habituels. Vous oubliez tout de même de dire que la concurrence des offreurs devient déloyale, puisque vous avez déjà sûrement dû prendre
un Uber, Anouk? J'en ai déjà pris. Eh bien voilà, pas besoin de licence pour les chauffeurs comme nous l'a rappelé Alix, parce que oui, les chauffeurs traditionnels ont besoin de cette fameuse licence et coûtent très cher. Et voilà pourquoi on peut alors parler de concurrence déloyale, puisque les VTC n'ont pas à rembourser de prêt pour une licence. Donc c'est là que réside cette concurrence. Vous dites aussi d'Uber, beaucoup de bien, mais il me paraît essentiel de rappeler les conditions de vie tout de même des travailleurs indépendants de l'entreprise. Ils doivent cumuler des courses interminables pour espérer toucher un SMIC. Et puis les statuts, que dire des statuts? Ils ne prennent même pas en charge les arrêts maladie, puisque par exemple si un livreur renverse un chauffeur, si un livreur plutôt est renversé par une voiture par exemple, qui pourra le remplacer? Personne. Et j'aimerais bien aussi ajouter que certains livreurs peu scrupuleux n'hésitent pas à mettre en location leur compte Uber à des sans-papiers. Ils sont donc dans une situation très, très précaire au niveau du travail. La concurrence est peut-être déloyale, mais en tant que client, je ne m'en plaindrai pas. Le consommateur a accès à une offre beaucoup plus large de produits. Uber Eats propose tous les restaurants de la ville, où nous avons accès par exemple à des centaines de sites en ligne tels que Le Bon Coin ou Amazon, parce que oui, même Amazon fait partie de l'économie collaborative en mettant en relation des fournisseurs. Et cette économie, c'est aussi une alternative aux entreprises classiques. Au lieu de louer une chambre dans un hôtel impersonnel, on peut réserver un appartement sur Airbnb en un clic dans le monde entier. Bon certes, vous avez raison, le client est roi. Mais peut-on parler de clientèle quand les échanges se font entre particuliers? Voilà, tout est là la question. Et alors pour vous convaincre de ma position, voici une liste, en tout cas voici quelques conséquences d'Airbnb sur les habitants. Airbnb permet sûrement de mettre en relation des particuliers, mais fait aussi l'objet de spéculations. En effet, les investisseurs achètent des appartements pour les mettre en location sur Airbnb, bien plus rentable que la location traditionnelle mensuelle. On est sur un rapport de 3 000 € pour la location touristique contre 1 000 € de loyer mensuel en location traditionnelle. On observe alors que le syndrome des volets fermés apparaît, et notamment sur les villes des littoraux et encore plus dans les stations de ski. Ainsi, ces investisseurs font monter le prix de l'immobilier et les habitants locaux ne peuvent même plus se loger puisque le prix est trop élevé. Alors pour vous donner une idée, Saint-Malo est l'exemple même de ce phénomène des volets fermés, puisque par exemple sur 5 ans, le prix du mètre carré de la ville a pris 75%. Mais comme vous l'avez si bien dit, le client est roi. Pensons aux consommateurs. Grâce à cette nouvelle économie, nous bénéficions d'énormément de services gratuits. Moi, par exemple, quand je n'ai rien à faire, je vais sur YouTube pour regarder des vidéos. Quand j'ai besoin de faire une présentation, je vais prendre mes informations sur Wikipédia. Je cherche une recette, je vais sur Marmiton directement. Eh bien, tout ça, c'est de l'économie collaborative. Chacun participe et tout le monde en bénéficie. Et ça change totalement de l'époque où on devait payer pour chaque CD. Tout le monde a accès à une multitude de ressources, peu importe son niveau de revenu. L'économie collaborative a tout pour elle, en plus d'être égalitaire. Comment pouvez-vous me contrer, Hugo? Tout est moins cher, voire gratuit. Bon, je vais vous poser une question, Anouk. Est-ce que vous avez déjà lu les conditions d'utilisation de YouTube, comme vous l'aviez dit, ou alors du TikTok pour les plus jeunes d'entre nous? Pas vraiment. Et bien voilà, en cochant ces conditions d'utilisation, comme ils appellent, disons que vous donnez gratuitement vos données informatiques aux entreprises. Bon, plus en détail, avec votre accord, elles exploitent vos données pour la publicité ciblée. Et depuis l'avènement d'Internet et des géants du numérique, c'est ce qu'on appelle alors le capitalisme de plateforme. Et Pierre Larouille avec IBA nous en parlerons un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez aussi parlé de Wikipédia. La coopération, c'est beau, mais en fait, ça dure pas, puisque Wikipédia permet de mettre en commun des savoirs à l'infini, mais reste compliqué à faire perdurer, parce que avec la montée de l'individualisme, par exemple, le site préféré des élèves pour faire leurs exposés a appelé massivement aux dons pour permettre au site de survivre. Et sur le même principe, Elinor Ostrom disait que cette gestion communautaire, un peu sur le modèle de Wikipédia, ne pouvait pas dépasser 15 000 personnes et donc entravait la bonne gestion de ce genre de site. Vous restez dans une vision très négative de l'économie collaborative, Hugo.
Mais merci pour cette première partie du débat. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ce débat, ma foi, animé. Mais nous allons quand même faire une pause, le temps que chacun revoie un peu ses arguments pour continuer la deuxième partie de ce débat. Radio Saint-Vincent. Et tout de suite, c'est Fils de joie de Stromae. Radio SV. Sound and Vibe. Il est 20h06 sur Radio Saint-Vincent et nous allons tout de suite continuer le débat entre Hugo et Anouk sur l'ubérisation. 21h, je me reprends, j'ai un décalage d'horaire. Eh bien, tout à l'heure, Hugo, vous nous parliez de publicité visée et du capitalisme de plateforme comme si c'était une mauvaise chose. Mais n'oubliez surtout pas que c'est grâce au capitalisme que nos économies se sont développées et sont sorties de la pauvreté. Je voudrais maintenant souligner tous les apports de l'ubérisation au dynamisme de la croissance. En effet, ce nouveau type d'économie est très récent puisqu'il est né avec les nouvelles technologies. On a alors plein de startups qui se créent, c'est un secteur florissant avec de belles perspectives de croissance. Par exemple, Airbnb, qui a été créé en 2008, a aujourd'hui la même valeur boursière que l'entreprise Accor avec ses 5000 hôtels. Et qui dit croissance, dit emploi, dit amélioration du niveau de vie de tout le monde. Bon, malgré que la croissance soit devenue, en effet, comme vous l'avez laissé sous-entendre, la religion du monde moderne, l'ubérisation de l'économie donne quand même bien lieu à un renouveau de la croissance en Europe et aux États-Unis. Ça, vous l'avez dit. Mais ne permet en aucun cas de favoriser le développement des pays les moins avancés, notamment en termes de développement. En effet, le mode de consommation de ces populations n'est absolument pas basé sur le modèle serviciel et décrit, comme décrit précédemment, dans nos économies occidentales. Mais aussi. vous omettez de préciser que désormais tout le monde peut se lancer et devenir entrepreneur. Prenons l'exemple qui nous parle à tous, Léna Situation. Elle s'est lancée sur YouTube avec très peu de moyens et c'est aujourd'hui l'une des artistes les plus reconnues et les plus riches de France. Bon, je voulais tout de même ajouter, avant que vous ne me coupiez, que le développement des géants américains comme Airbnb par exemple, les géants du web, se fait forcément au détriment de nos géants français, comme vous l'avez cité, Accor par exemple. Mais pensez avant tout à l'emploi. En France, par exemple, l'ubérisation, c'est un secteur, c'est une entreprise extrêmement flexible. Le fait que les travailleurs n'aient pas de statut salarié, c'est une opportunité. Les livreurs, par exemple, suivent leurs propres horaires. Ils sont totalement libres quant à leur temps de travail et peuvent ainsi exercer une autre activité en parallèle. Ils peuvent aussi travailler où ils veulent, pas de problème pour déménager, c'est votre travail qui vous suit. Cette flexibilité de l'emploi n'est pas très française, je vous l'accorde, mais on l'observe dans d'autres pays où on a une juridiction bien plus souple sur l'emploi. Pourtant, Anouk, je vais quand même vous citer quelques-unes des sanctions prises contre Uber et le modèle économique de ces nouvelles entreprises. Vous allez m'en dire d'ailleurs quelques nouvelles. La Grande-Bretagne a imposé à l'entreprise de donner le statut de worker, comme nous l'a rappelé Alix tout à l'heure, à leurs chauffeurs. La France impose de rémunérer les chauffeurs au temps de travail et non plus à la course. En 2017, l'Italie a tout bonnement interdit l'entreprise sur son territoire et finalement Airbnb a été contraint de permettre aux utilisateurs de ne louer que 120 jours par an leurs biens. Alors certes, ces mesures peuvent être contournées pour certaines d'entre elles, mais témoignent tout de même de la méfiance et de la nécessaire régulation que suscitent ces nouvelles entreprises, aussi bien en matière sociale qu'économique d'ailleurs. Je vous l'accorde, tout système a ses limites, mais l'ubérisation déjà prometteuse en a très peu. Pour finir de vous convaincre, laissez-moi vous parler de l'environnement, puisque l'économie collaborative est l'économie la plus soutenable jamais vue et jamais développée à une aussi grande échelle. Commençons par noter que l'on passe d'une économie de biens, où l'on est propriétaire d'objets, à une économie de services, où on loue et on emprunte des objets. Grâce à des applications, nombreux sont les Français qui aujourd'hui louent une tondeuse au lieu d'en acheter une qui servira 6 fois dans l'année. C'est la même chose pour les voitures. C'est un moyen de développer cette économie de partage en plus d'économiser de l'argent. Bon, c'est vrai, vous avez raison. On passe sûrement à une économie de services, mais aussi à une économie qui vend tout ce qui relève du social. Parce que, et je l'ai constaté en me baladant sur Internet, plutôt, je me suis perdu en fait sur Internet, et j'ai trouvé des sites peu connus qui permettent de louer, par exemple, l'amitié, comme par exemple sur le site rentefriend.com, où par exemple, vous pouvez louer les services d'amitié de Karl, par exemple, pour $20 de l'heure. Mais bon, il y a d'autres sites un peu plus connus comme Mythique qui symbolise alors en quelque sorte le commerce de l'amour, si je puis dire. Et il est vrai que ce modèle permet certes d'économiser de l'argent, mais il ne faut pas oublier qu'avant, sans ces sites,
le covoiturage se faisait en levant simplement le pouce, tandis que maintenant, tout est bon pour être rémunéré. Et dans un Blablacar, par exemple, le passager, je ne sais pas si vous avez déjà pris un Blablacar, mais ayant eu l'expérience, le passager ne doit rien de plus que ce qu'il a déjà payé au conducteur. Alors qu'avant, le passager et le conducteur discutaient simplement dans le cadre d'un échange informel et passaient un super moment pendant le trajet. Mais quel gain de temps! Et surtout, maintenant nous sommes assurés d'avoir un trajet pour aller où nous voulons. C'est très facile de dire que tout était mieux avant, quand ce sont nos parents qui nous ont légué tous ces problèmes environnementaux. Connaissez-vous l'économie circulaire, Hugo? Oui. Alors, oui, je la connais très certainement. Eh et bien, je ce type l'utilise. de pratique s'est développé à une vitesse folle ces dernières années grâce à l'économie collaborative. Par exemple, des applications telles que Le Bon Coin ou Vinted nous permettent, au lieu d'acheter des vêtements neufs, d'en avoir des milliers à des petits prix. En effet, à la base, l'économie collaborative, c'est une alternative à la consommation de base pour préserver les ressources de la planète. On peut citer d'autres applications, Too Good To Go, Zéro Gaspi, Blablacar. Que réclament les consommateurs? Nous leur donnons le moyen d'améliorer leur impact. Bon, alors pour Vinted, c'est un grand oui. Oui, parce que c'est un peu comme la plus grande fripe du monde sur Internet et ce, entre particuliers. Elle permet, en plus de redonner vie, comme vous l'avez dit, des vêtements de seconde main. Il y a tout de même un bémol que je pourrais apporter, puisque avec 2 articles vendus à la seconde sur Vinted, ça fait quand même beaucoup de colis sur les routes de France et de Navarre. Alors attention, parce que acheter de la fast fashion d'occasion, oui c'est un peu difficile à dire, reste à acheter de la fast fashion. Ces vêtements de piètre qualité ont pour certains parcouru plus de 200 000 km avant d'être vendus chez nos distributeurs français. Alors il est donc en aucun cas bénéfique pour l'environnement de leur faire parcourir encore des kilomètres supplémentaires, même dans le cadre de la seconde main. Enfin, c'est aberrant. Or sur Vinted, il me semble que la première, en plus j'ai vérifié hier, même tout à l'heure, il me semble que la première marque qui apparaît dans le filtre prévu à cet effet sur Vinted, c'est Zara. Mais serait-ce mieux de jeter tous ces vêtements? En tout cas, merci Hugo pour ce débat, c'est très intéressant de débattre avec vous. Merci Anouk. Eh bien, je remercie très fortement Anouk et Hugo pour ce débat puisque j'ai appris énormément de choses et j'espère que nos auditeurs également. SV Radio. So Vibe R&B. RSV. Au plus proche de toi. Dans très peu de temps, nous allons accueillir Iba et Pierre Laroui sur le plateau pour nous parler encore de l'ubérisation. Pierre Laroui qui est un économiste. Mais tout de suite, nous allons nous reposer un peu avec Touareg de Népal sur Radio Saint-Vincent. Il est 21h13. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent. Au plus proche de toi. Tout de suite, Iba et Pierre Laroui viennent de nous rejoindre pour l'interview. Bonjour Monsieur Laroui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes docteur en sciences économiques, auteur de nombreux essais, notamment Ubérisation, Utopie et Tyrannie, dont vous allez nous parler ce soir. Et vous travaillez entre autres aujourd'hui sur la société numérique et ses conséquences psychosociologiques et politiques. J'aimerais commencer avec une première question, Monsieur Laroui. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que l'économie de plateforme? Alors, je vais vous proposer autre chose parce que je vous ai écouté et j'ai trouvé vraiment très intéressant tout ce que vous racontiez, cette émission. Allez-y, avec plaisir, on vous écoute. Et très bien construite sur l'ubérisation. Et je pense que les enseignants, ce que vous avez lu et tout ça est parfait. Et vous êtes vraiment dans le débat contemporain. Alors, comme je suis un peu plus vieux et avec des regards forcément différents, d'abord, je vais vous proposer de souffler un peu. Parce que je vous écoute et on est dans un rythme de parole totalement ubérisé. Vous êtes dans l'urgence, vous avez vu, vous étiez en avance dans votre planning parce qu'il faut aller vite. Il faut bouffer le monde. Que vous nous proposez alors? Qu'est-ce que vous nous proposez, excusez-moi? Là, pour l'instant, vous voyez, je vous parle doucement, parce que voilà, je vais prendre mon temps pour parler avec vous, et pour vous répondre. Et d'abord, je vais vous dire de quoi parle-t-on? Parce que vous me posez des questions. Mais moi,
j'ai écrit sur ce sujet, mais peut-être que vous ne m'avez pas lu. Mais voilà, je pense qu'on est dans une société où on a une tendance à prendre tout comme ça en pleine face. Ça vous arrive comme un traumatisme, comme un accident. Et alors tout de suite, ça réagit. On est sur les réseaux, on accélère, on répond. Et de quoi on parle? De quoi on parle? Vous avez vu, en l'espace de quelques jours, le problème de l'énergie qui va dévorer notre société pendant 20 ans est apparu, personne ne l'avait vu. Si, quelques-uns quand même, peut-être des gens qui prennent un peu de temps. Donc il faut prendre son temps, qui est le temps de la distance, de la compréhension, et avant de mettre tête dans le guidon, de pédaler et d'accélérer, ça vaut la peine de réfléchir. Alors, d'abord, votre thème, c'est l'ubérisation quand même, si j'ai bien compris. Exactement. Et quand vous en parlez, j'ai l'impression que vous êtes dans le mainstream ambiant, c'est-à-dire que on est immédiatement dans la relation entre l'ubérisation et Uber. Eh bien, permettez-moi de vous dire que là déjà, mais on est trop loin. L'ubérisation, ce n'est pas Uber. Effectivement, Uber, dans votre livre, si je me permets, vous parlez de la numérisation de la société. Est-ce que vous pouvez aborder cet aspect avec nous, par exemple? En nul doute, j'essaie de poursuivre mon fil, si vous le permettez. Allez-y. Vous savez, on est dans une période de profonde mutation, qui est une mutation énergétique, démographique, numérique. C'est-à-dire que globalement, on est dans une transformation productive de notre mode de production. On est passé, par exemple, d'une primauté de la propriété à une primauté de l'échange. Aujourd'hui, le lieu de production, c'est le virtuel, c'est pas le réel. Les actifs d'une société, vous le disiez vous-même, ce sont des réseaux largement virtuels. Le numéraire, ce sont des datas. Excusez-moi, le numéraire, est-ce que vous pouvez le définir pour nos téléspectateurs? Le numéraire, vous voyez ça par exemple, voilà comme cette question, c'est quoi un numéraire? Quand vous utilisez une monnaie, c'est quoi? La chose qui quantifie à un moment donné une société, qui lui permet de se fluidifier. Vous voyez, la monnaie, ça a été par rapport au troc, un numéraire qui s'est imposé dans l'échange. Eh bien aujourd'hui, figurez-vous, ce nouveau numéraire, mais je suis content que vous posiez cette question, parce que ça c'est un problème de langage, d'aller un peu au fond sur la langue. Le numéraire, ce sont les datas. Ça, vous connaissez bien. Vous connaissez bien, en tout cas, vous êtes d'une génération qui est un producteur fantastique de data, de données, et un utilisateur extraordinaire de data. Et vous vous rendez, dans le même temps, esclave et maître, servile, et avec toutes les potentiaux, toutes les possibilités du monde. Mais, à un moment donné, il faut s'arrêter sur tout ça. Il faut penser que, avant de passer à Uber, Amazon, les plateformes et tout ça, essayons un tout petit peu de déconstruire, comme on le dit, de manière à la mode, quand ce mot est utilisé par des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que la déconstruction de Derrida, mais je ne vais pas faire de philosophie ici, n'est pas celle qui est promue par Madame Rousseau d'Europe Écologie Les Verts. Mais peu importe. Donc nous sommes en face d'une société qui est en pleine révolution, en pleine mutation. Et il faut que vous vous disiez que nous n'inventons rien. Par exemple, les plateformes, vous savez, ça existait au XIIe ou XIe siècle. Mais sous quelle forme ça existait, justement? Existait sous la forme de marché qui était organisé, si vous voulez, où le principe de la plateforme existait. Mais c'est pas plus simple de ce mode de fonctionnement actuel? Tout est à notre accès, c'est peut-être beaucoup plus simple pour le consommateur, comme le rappelait Anouk. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de la simplicité? La simplicité, moi, je suis ici pour vous parler
du sens, D'accord. pas de ce que vous voulez en faire tout de suite. Arrêtez d'accélérer. Restez dans le rythme de la vie. Apprenons à comprendre ce que nous faisons, ce qu'est une plateforme. Après, vous pourrez me dire, ah ouais, mais c'est pratique, ah ouais, mais c'est pas pratique. Mais ça m'est égal. Regardons si tout ça a du sens. Quel sens ça a L'ubérisation. pour vous? Eh bien, l'ubérisation, comme tout grand mode qui s'impose dans une société, ne s'impose jamais au hasard, parce qu'une technologie, parce qu'une invention, parce que quoi que ce soit ne se passe. Ces choses-là ne se produisent que quand elles sont couplées avec une révolution sociétale. Donc la question de l'ubérisation, c'est la question, par exemple, de votre génération, mais qui dépasse de beaucoup votre génération, qui est une rupture très profonde de ce que, de manière un peu pédante, vous allez me traiter comme ça, on appelle l'horizontal et le vertical. Vous avez vu qu'aujourd'hui... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler l'horizontal et le vertical, qu'entendez-vous par ça, s'il vous plaît? Voilà. Vous voyez, c'est une deuxième bonne question. Merci. Ce qu'il y a de vertical, je vais le caricaturer. D'accord, allez-y. Vertical, normalement, dans une société, c'est quelque chose qui s'impose un peu à nous, qui est de l'ordre d'un devoir, d'une structure. L'horizontal, c'est tout ce qui fait notre vie quotidienne, notre manière d'appréhender notre vie. Avez-vous des exemples concrets pour aiguiller nos auditeurs? Je vais le dire de manière très simple, c'est que aujourd'hui, vous tendez à vouloir faire disparaître le vertical. C'est-à-dire que vous vous perdez dans des communautés dans lesquelles on s'arroge tous les droits parce que nous avons tous les droits. Et le problème de l'individu, c'est que quand il fait ça et qu'il oublie le vertical, il se perd. Actuellement, nous nous perdons dans cette société ubérisée? Totalement. Totalement. Et comment peut-on se retrouver? Et je vais vous dire déjà comment vous vous perdez. C'est que même excusez-moi, je vous laisse. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, par exemple en France, où nous sommes le premier consommateur d'anxiolytiques. Nous sommes des gens en dépression. Et ce qu'il y a de très impressionnant, c'est que la dépression gagne la jeunesse. Alors on l'appelle déprime, on l'appelle mal-être, on l'appelle suicide. Il y a un profond malaise. Ce malaise, il provient du fait que nous ne savons pas, un individu n'est pas capable de ne vivre que dans ces communautés de vie du quotidien et de ce qu'on appelle la jouissance, d'avoir droit à, d'avoir toujours un objet qui doit vous satisfaire. On a normalement droit à la parole tout le temps. Eh bien non, de temps en temps, il n'est pas exclu que des experts, que des élites que l'on doit contester, avec lesquelles on peut s'affronter, viennent dire des choses. Je vous dis ça parce que c'est ça la base de l'ubérisation. C'est la logique des plateformes. Donc il faut que vous compreniez que les plateformes, ça n'existe pas. Les plateformes, c'est vieux comme le monde. Vous avez ça, les plateformes, les réseaux, vous avez ça dans Saint-Simon, vous avez ça avec Lafayette qui croyait qu'on allait régler le problème du monde si tous les gens se touchaient la main comme on le fait avec Internet. Non, tout ça est beaucoup plus compliqué. Il y a un mode relationnel qui s'est instauré. Je suis long, je vous fatigue ou non, ça va encore? Non, aucun souci. C'est juste que je vais me permettre de vous couper quelques instants pour écouter votre recommandation. Et après cette courte pause musicale, nous allons reprendre avec vos propos. Alors effectivement, comme l'a dit Iba, nous allons écouter la recommandation de Pierre Laroui, soit Gracias a la vida de Violeta Parra. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment-là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Après cette chanson très mélodieuse, nous allons passer à la seconde partie de l'interview, toujours avec Iba et Pierre Laroui, si vous venez juste de nous rejoindre, et il est 21h33 sur Radio Saint-Vincent. Monsieur Laroui, durant cette courte pause musicale, nous avons une question de l'un de nos auditeurs. Selon vous,
Le consommateur recherche-t-il un sens à sa consommation? C'est pas mal que vous posiez une question, que votre interlocuteur de chat pose cette question. Ça va faire le lien avec ce que j'étais en train de vous dire, donc je vais finir la phrase de tout à l'heure pour commencer la réponse de maintenant. Il ne faut pas que vous mépreniez l'objectif de ce que vous appelez le monde de l'ubérisation. Ce n'est pas ce que l'on raconte. Ce n'est pas des chauffeurs de taxi. Ce n'est pas des plateformes d'aujourd'hui, tout ça. Si on veut comprendre vraiment l'ubérisation et sa finalité, elle est plus sur Metaverse que sur Amazon. Aujourd'hui, vous savez, tous les gens qui sont sur les plateformes, les trois quarts perdent beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc, comme ce sont des gens qui sont assez madrés sur le plan financier, on peut penser que s'ils le font quand même, c'est pour un autre objectif et à plus long. Alors, justement, posons-nous le sens de la consommation. Quel est ce sens? Alors, le sens de la consommation, vous devez connaître le vôtre mieux que le mien, sans doute, hein, mais je vais essayer de vous répondre de manière... Je crois que la consommation, elle est devenue un substitut à notre identité. Nous croyons qu'en consommant, nous créons quelque chose de notre image. Et même mieux que ça, nous existons. Alors cette chose-là, elle a commencé en plusieurs étapes avec la société de consommation. Et maintenant, on est en train de passer à quelque chose qui est beaucoup mieux que ça, parce que la société de consommation, elle nous faisait encore consommer des produits qu'il fallait améliorer, et on discutait les prix. Et c'est pour ça que je nous amène vers Metaverse, c'est que ce qu'on est en train de préparer, et c'est ça le vrai sens du numérique, des plateformes, des réseaux, des data, c'est que vous n'avez plus besoin de vous embêter avec votre réalité, puisque vous avez des avatars qui vont vous satisfaire parfaitement. La nouvelle consommation, le nouveau sens de la consommation, c'est de vous expliquer que tout va aller bien grâce à la consommation d'objets. Cette société que l'on prépare avec l'ubérisation est une société déréalisée, c'est une société de malades, et paradoxalement, la société du réel dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous parlons ce soir, ne s'en rend pas bien compte. Pour vous, l'adage « dites-moi ce que vous consommez et je vous dirai qui vous êtes » n'a jamais été aussi vrai? Je vais vous... c'est bien la manière dont vous le renversez. Vous devriez aller faire du divan un jour, hein, parce que vous êtes capable de faire des comptes penseurs. Non, cette phrase-là, elle est très intéressante, à une exception près, c'est que demain, ça ne sera pas dites-moi ce que vous consommez, je vous dirai qui vous êtes. On va vous dire, j'ai compris qui vous étiez parce que vous me l'avez livré avec vos data, et je vais vous dire qui vous êtes. C'est-à-dire que Uber, via l'accès à nos consommations, sait qui nous sommes et sait quel profil nous avons? Mais, je vous le redis, Uber, on s'en fout. Par exemple, Uber par exemple, mais à l'image de toutes les autres entreprises. Oui, mais de manière plus générale. De toute façon, l'ensemble du système numérique, l'ensemble du système d'Internet, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Utopie ou tyrannie », est quelque chose qui nous donne accès, qui nous libère de plein de choses, et qui est excessivement positif. Ne croyez pas que je sois négatif, ou que je sois un technophobe. Mais du coup, l'utopie, elle se trouve où exactement? L'utopie, ça serait que des jeunes comme vous retrouviez, je reprends ce que j'ai dit au début, le temps de réfléchir, le temps de parler, le temps de ne pas accélérer, et le temps de comprendre ce qui est réellement en jeu et ce que nous voulons dans une société. Est-ce que notre objectif, c'est d'aller encore plus vite sur beaucoup plus de choses? Ou est-ce que notre objectif, c'est d'avoir un mode de vie en se servant avec une gouvernance que nous précisons, et je sais que vous travaillez là-dessus,
dans vos cours, où on maîtrise mieux les choses, mais que ces choses-là soient au service d'eux. Regardez un terme. Nous utilisons, je suis le premier, j'en fais tous les jours. L'intelligence artificielle. C'est un terme absolument ridicule. Parce que personne ne sait définir l'intelligence. Et en plus, on lui accole artificielle. Et de quoi on parle? Donc, vous voyez, c'est presque... J'ai envie de vous dire que c'est très, très bien, là, tout ce que vous faites ce soir, votre réflexion. La proposition que je vous fais, c'est de dire, avant d'aller dans les détails, qui sont très importants parce que c'est la vie quotidienne. Je suis évidemment touché par le statut des chauffeurs Uber ou des livreurs. Je ne livre pas tous les jours, mais je livre autre chose. Je comprends tout ça. Vous savez, quand on écrit des livres, on est soumis aux plateformes. Mais est-ce que l'on peut accepter de prendre son temps pour comprendre ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a avant tout ça? Je suis trop long. C'est juste qu'une question du chat nous a fortement intéressés. Selon vous, est-ce que le virtuel est-il un moyen de s'échapper du réel actuellement? On va finir juste avec cette question et après on va devoir continuer l'émission, mais si vous avez quelques instants pour répondre. Bien entendu, c'est un moyen de s'échapper, mais je pense que le virtuel, c'est le populisme. Le populisme, est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, puisque je vais faire comme d'habitude, puisque vous ne me laissez pas le temps, c'est un article que j'ai écrit en 1999 et qui s'appelle « Le virtuel, c'est le populisme », c'est-à-dire que quand on construit pour des gens des choses qui ne sont pas ancrées dans le réel et qui les fait sortir d'eux-mêmes, c'est populiste parce que ça leur évite de se trouver eux-mêmes pour exister dans un monde qui est organisé par d'autres. C'est ça le populisme. C'est celui de l'extrême droite aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Je vous remercie, Monsieur Laroui. Désolé, nous sommes pris par le temps. On aurait bien pu discuter avec vous pendant des heures et des heures, mais nous devons continuer l'émission pour finir à l'heure. Merci beaucoup pour ces quelques instants que vous nous avez accordés. Mais comme l'a dit Iba, merci beaucoup à Pierre Laroui et même à vous, Iba, pour cette interview très enrichissante. Balance ta dédicace à ta radio préférée. C'était Babe, I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. Radio Saint-Vincent. Eh bien, merci beaucoup à tous pour cette émission, notamment à Carmen Dupriez à la réalisation, à Johan Mandon au stream, mais également à Iba Nasr, Hugo Veillon, Anouk Lenné et Alix Nicolas. Iba, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ces remerciements et cette fin d'émission? Je voudrais d'abord vous remercier, vous, d'avoir animé notre émission. J'aimerais aussi remercier l'invité, Monsieur Laroui. Vous pouvez retrouver son livre Ubérisation, Utopie et Tyrannie dans toutes les bonnes friperies, dans toutes les bonnes librairies. J'aimerais aussi remercier Monsieur Ludovic Roussard, notre prof d'économie, qui nous a aiguillés sur nos propos pour qu'ils soient justes. Et merci beaucoup à Erwan Ferrezou, grâce à qui cela est possible. Excusez-moi. Mais alors, est-ce que ça vous a plu, cette expérience, tout ça? Je pense parler pour tout le monde, mais cette expérience fut très enrichissante. Et ça nous apprend les lois du direct et les lois de la radio, donc merci à vous aussi. Mais il n'y a pas de problème, mais juste une dernière question et après on aura fini, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ça comme thème, l'ubérisation? À vrai dire, on hésitait entre deux sujets et celui-ci, on s'est dit c'est actuel, c'est dans la tendance et puis personne ne sait vraiment ce que c'est que l'ubérisation. Pourquoi pas y répondre? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, puisque j'ai appris plein de choses et je suppose que tout le monde en a appris également. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole.
style d'émission? C'était trop bien. bien. Ouais, ça a été? Super expérience, franchement. Si d'autres personnes pouvaient faire ça, ce serait vraiment top, quoi. L'année prochaine, ah ouais, je les prépare. l'année prochaine. Ok, bah merci à toute l'équipe. Merci.